Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais aussi de ses difficultés. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et filtrée parfois aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Maman, papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire, d'émotions et d'informations. Pour ce 7e épisode, je reçois Nelly, qui a créé avec Julien une plateforme de formation appelée Les Petits Sages, ou Les Petits Sages, pardon. À travers leur entreprise, Nelly et Julien accompagnent les parents dans leurs défis du quotidien. Leur métier, c'est coach parental. Alors, peut-on apprendre à être parent ? C'est à cette question que l'on va tenter de répondre avec Nelly. Nelly, je l'ai rencontrée il y a plusieurs mois sur Bordeaux. Je m'étais inscrite à 2 formations avec elle, une sur la pédagogie Montessori et l'autre sur un atelier de 5 cycles autour de la parentalité. Pour être honnête, la parentalité me passionne tellement qu'en parallèle, je me suis inscrite à un autre atelier, les ateliers Faber et Maslich avec Anne, que je salue parce que je sais qu'elle écoute. Pendant 10 semaines, je suis allée 2 fois par semaine, donc une fois pour chaque atelier, rejoindre d'autres parents dans ces groupes de parole où l'on aborde tous les problèmes rencontrés avec nos enfants et surtout, on discute de comment trouver des solutions pour avoir plus d'harmonie dans la famille. Ça fait un petit peu gourou, dit comme ça, mais sincèrement, quel bonheur à chaque fois que je suis sortie de ces groupes de parents. Et je précise, il n'y avait pas que des mamans, il y avait des papas évidemment dans ces groupes de parole. La question est épineuse parce que beaucoup considèrent que les sujets liés à l'éducation sont personnels. C'est vrai en soi, chacun arrive avec ses croyances, son vécu et sa propre éducation. Mais la réalité, elle est là. On galère tous avec nos enfants, quel que soit l'âge. On se pose 1000 questions et on voudrait surtout tous que ce soit plus simple. J'ai personnellement trouvé beaucoup de réponses à mes questions dans ces groupes et aujourd'hui, je le dis, maintenant que c'est terminé, ça me manque. Alors préparez-vous pour de la bienveillance, pour de la déculpabilisation, pour un discours rempli d'amour pour les parents et surtout plein de tips hyper pratiques pour le quotidien. Très bonne écoute. Merci Nelly d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode de la matrescence. Je commence toujours par cette question, mais je me doute que toi tu sais déjà ce que c'est. Est-ce que tu connaissais le terme la matrescence ? Alors oui, mais pour être tout à fait honnête, vraiment mettre le mot matrescence sur ce que c'est, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je vais dire, il y a à peu près 1 an en fait, pour être tout à fait honnête. Et tu l'as découvert comment ? Par les lectures, enfin voilà, comme je me documente énormément, que je suis très curieuse justement sur ce domaine de la parentalité, je l'ai découvert comme ça et je l'ai découvert surtout parce que je lis en anglais. On est d'accord. et qu'est-ce que ça t'a évoqué pour toi, la matrescence ? Ça a résonné dans ton cœur de maman ? Ça a résonné dans mon cœur de maman. Enfin, mon enfant n'est pas très grand, mais c'est vrai que je pense que j'avais déjà pris un petit peu de recul. Mais ça m'a surtout permis d'avoir un autre regard envers les parents que j'accompagne, qui se veut toujours... naturellement, qui est venu bienveillant, mais ça m'a permis de comprendre davantage en fait ce qui pouvait se passer. Et puis ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des mots et de rompre l'isolement, expliquer qu'entre guillemets c'est normal, ça fait toujours du bien. Parce que toi, t'as pas eu un sentiment de tsunami quand t'es devenue mère. Il a 4 ans ton fils, c'est ça ? Si, mais comme je te dis, c'est vrai que c'était un peu passé outre. Moi, je ne savais pas du tout... En fait, il a changé ma vie. Je lui dis encore aujourd'hui, pour moi, mon fils, il a même révélé ma vie, entre guillemets. C'est
Tout simplement parce que je n'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Enfin, intrinsèquement, je pense que j'étais la même. Mais que je n'osais pas aller là où mon cœur me disait d'aller. Et en fait, quand mon fils est arrivé, j'étais déjà indépendante dans un tout autre domaine, donc je travaillais. Et je travaillais à 5 heures avant d'accoucher. Ah oui. J'avais encore le téléphone dans la pièce où j'étais accueillie à l'hôpital, parce que c'était un petit peu différent comme c'était à l'étranger. Et 3 jours après, à peine, j'étais à la maison et j'avais déjà un petit peu repris le travail. Enfin, j'avais pas trop le choix en réalité. Mais j'ai eu l'impression à ce moment-là que c'était vital parce que j'attendais cette rencontre. Ça a été exceptionnel. Quand je l'ai vu, ça a été vraiment exceptionnel. Je pense qu'on avait déjà créé une certaine relation. Mais voilà, ça a été une révélation. Et puis, en fait, quand il est arrivé, j'ai pas compris. Je saurais pas comment l'expliquer. Parce que c'était ni du rejet, ni du baby blues. Mais en fait, je pense que le plus dur, c'est d'accepter que ta vie a changé. Que tu as une personne dont tu dois te soucier, entre guillemets, 24 heures sur 24. Et que tu vis ta vie en fonction finalement de cette personne. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu es en couple où tu peux avoir tes moments à toi, t'isoler, souffler. Avec un bébé, tu peux pas. Et au départ, aujourd'hui avec du recul, je me suis vue partir travailler quand il avait 1 semaine. Alors pas longtemps, 1 ou 2 heures. Mais le laisser avec son père en qui j'ai une extrême confiance et me dire tout va bien. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis mais comment tu as pu faire ça? Mais sur le moment, ça te paraissait pas bizarre? Non, il s'était endormi. Je me disais que tout allait bien. Et je travaillais à 10 minutes de la maison. Donc voilà, s'il avait un besoin, j'étais là. Et je pense qu'en fait, j'avais besoin de prendre cet écart-là, ce recul-là, pour me retrouver et me préparer à l'accueillir correctement. Parce que ça a été peut-être tellement fort, c'est ça que tu t'as mis une petite barrière de dire oula, il faut que je souffle, et le souffler, c'est aller au travail. C'est ça, exactement. Non, mais chacun vit l'expérience. Après, c'est aussi que tu as dû avoir un accouchement qui t'a permis de pouvoir bouger très rapidement derrière. Parce que parfois, les femmes, on peut juste, concrètement, 1 semaine après, on peut juste même pas sortir du lit. Oui, en fait, pour moi, il était inconcevable de rester enfermée. Je crois même que je suis sortie le 2e jour de la maternité. Enfin, pour moi, ça a été une formalité. Je m'étais énormément préparée. Et l'accouchement s'est merveilleusement passé. La rencontre était super, l'équipe était géniale. On a pu mener notre projet de naissance comme on le souhaitait. Et je pense qu'en effet, ça a beaucoup aidé. Et en fait, c'est paradoxal. C'est comme si d'un autre côté, de toute façon, maintenant, il fait partie de ma vie. Il est là. Et on va apprendre à vivre ensemble. Mais en fait, il faut apprendre à vivre ensemble. Est-ce que tu disais qu'il a changé ta vie? En gros, il y a eu un avant-après. En quoi est-ce que ça a changé ta vie d'avoir eu ton petit garçon? Alors, comme tu l'as peut-être compris, je travaillais beaucoup. J'ai toujours eu beaucoup de passion dans ce que je faisais. J'ai malgré tout toujours choisi mes métiers. Mais quand j'ai quitté mon emploi 2 ans avant d'avoir mon fils, justement, j'ai commencé à quitter cet emploi-là parce que je trouvais plus de sens, en fait, dans ce que je faisais. Alors, c'est un peu bateau, hein, mais c'est vraiment ça. Je m'éclatais, mais je n'avais pas de sens derrière tout ça. Et en fait, quand j'ai eu envie de me réorienter, j'y suis un petit peu allée, non pas par choix, mais plus par opportunité, par rapport à l'endroit où on avait décidé d'habiter. Et puis, en fond, il y a toujours eu les enfants qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressée, beaucoup interpellée. J'ai travaillé auprès d'enfants durant mes études. J'ai toujours été investie dans des associations auprès des enfants. Et depuis toute petite, en fait, j'ai jamais compris qu'on ne puisse pas considérer un enfant comme une personne. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie par rapport à la maltraitance, parce que je pense qu'on peut parler de maltraitance, même si le mot est un peu fort. Pourquoi je dis que c'est un peu fort? Parce que pour moi, même les violences douces, le fait de ne pas respecter un enfant dans ses demandes, dans ses envies et ses besoins, ça a toujours vraiment résonné en moi. Et c'est en ça, en fait, que je dis que c'est une tempête. Et que quand il est arrivé, je me suis dit, mais arrête de te poser 10 000 questions. Ce que tu vas faire, tu sais pas, mais il va avoir un lien avec les enfants. Et alors, ça s'est venu comment? T'es revenue en France, que tu disais que t'étais à l'étranger.
parce que je l'ai expliqué en introduction, tu as créé avec Julien, c'est ça, Oui, tout à fait. Les Petits Sages. Oui. Donc, on fait de la formation, des ateliers. Tu éduques en fait les parents. Ça t'est venu tout de suite après la naissance, le déclic, ou c'est en revenant en France, ou comment ça s'est passé? En fait, comme je te l'ai dit, j'avais une idée très arrêtée. Nous avions, parce que c'était vraiment un projet de couple, une idée très, très précise de l'accouchement que l'on souhaitait, de la préparation, etc. Juste pour repositionner le contexte, mon fils est né au Brésil, et au Brésil, je ne connais pas le taux exact, mais peut-être que plus de 90%, 80, c'est 80. 80 des accouchements sont par césarienne. Je ne le voulais pas. Bien entendu, je n'étais pas contre la césarienne si lui ou moi étions en danger, mais par défaut, ça ne pouvait pas être la césarienne. Donc, il a fallu trouver l'obstétricienne qui acceptait. Et puis, très vite, je me suis dit que ce n'était pas normal, en fait, que l'on explique à des femmes qu'elles ne savaient pas accoucher. C'est vraiment le discours. Et pour te répondre, c'est venu comme ça. C'est que petit à petit, j'ai commencé à en parler avec des femmes, avec des Brésiliennes, avec des Françaises, des étrangères au sens large. Quand tu es à l'étranger, tu gravites vite autour des communautés expats. Et finalement, je crois que j'ai commencé mon métier sans le savoir, parce qu'on se retrouvait, on discutait, on échangeait, c'était un temps de parole. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est dire, mais si vous avez le choix, je pense qu'on manque réellement d'informations. Et finalement, quand on a l'information, ça va prendre du recul. Tu disais éduquer. En tout cas, c'est donner les clés pour qu'après, chacun fasse ses propres choix. Et donc, ça a commencé comme ça, mais je ne savais pas trop où j'allais. Et puis ensuite, quand nous sommes rentrés en France, c'est Julien qui m'a dit, Nelly, il faut qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble. Lui aussi, il avait eu une petite fille. Donc, on a cherché. Et au fur et à mesure de nos réflexions, ça nous a paru évident qu'il fallait accompagner les parents, parce que pour lui comme pour moi, ça avait été un tsunami. Et qu'on aurait eu besoin, même si on l'avait un petit peu créé de notre côté, parce que sa compagne est également très impliquée dans leur famille, évidemment. Mais tous les deux, on s'est dit, il y a quand même un manque. Et finalement, au-delà du côté médical, qu'est-ce que l'on offre? Qu'est-ce que l'on propose aux parents? Et quand est-ce que l'on peut souffler? Et juste dire ce que l'on ressent sans être jugé. Et alors, ça a été créé quand, Les Petits Sages? Alors, Les Petits Sages, ça a été créé dans nos têtes en 2016. Et ça a été réellement créé fin 2016. Le projet a mûri environ 6 mois. Julien était encore en poste. Moi, j'étais avec mon fils que j'ai gardé jusqu'à ses 15 mois. Et ensuite, jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans, je l'avais quand même la moitié de la semaine avec moi. C'était important. Donc, c'est pour ça, si tu veux, ça s'est créé au fur et à mesure. Et on a vraiment lancé l'activité fin 2016. Et donc, vous êtes en ligne, surtout parce que je dis ça parce que vous êtes à 2 endroits différents. Oui. Donc, toi, tu es à Bordeaux, lui, il est à Lyon. Oui. À Bordeaux, c'était quand même important. Évidemment, il y a la partie qui est pratique, je veux dire, de pouvoir le faire sur un site internet. Mais les parents, ils ont besoin d'espace de parole, donc de rencontres. Qu'est-ce que tu vois, toi, au quotidien, qui manque comme outil aux parents, finalement? La parole. C'est pouvoir se rencontrer, se retrouver entre pairs. Encore une fois, j'insiste, mais sans jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des doutes, des questions, parce que c'est ton premier enfant ou pas, parce qu'aucun enfant ne se ressemble, c'est très difficile de savoir où s'orienter. Toute personne n'est pas prête à aller voir, il n'a pas besoin d'aller voir, par exemple, une psychologue, pour prendre cet exemple-là. Mais je pense que tout le monde a besoin d'échanger. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faudrait toute une tribu pour élever un enfant. Et aujourd'hui, la tribu, elle n'est plus vraiment présente. Et ce qui m'a aussi marquée quand je suis arrivée à Bordeaux, donc je me suis retrouvée un peu seule, parce que j'étais avec mon fils, mais je veux dire, au niveau du lien social avec les adultes, je me suis retrouvée un petit peu seule. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes, alors surtout des mamans, qui se perdaient dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai jamais été très, très fan de Facebook, même si je l'utilise professionnellement. Mais j'ai vu que ces mamans-là adhéraient à tous ces groupes et que finalement, quand on voulait créer la rencontre, elle ne se faisait pas. Et là, j'ai cherché à comprendre en fait où était le malaise et j'ai très vite, on comprend très vite que c'est la peur du jugement. Donc finalement, c'était la nécessité d'arriver à créer ne serait-ce que des cafés de parents, expliquer ce que c'est qu'un café de parents, qu'il n'y aurait pas de professionnel de santé, qu'éventuellement, c'est ce qu'on faisait à l'époque, on peut inviter un professionnel de santé si l'idée vient des parents et s'ils en ont besoin.
Et surtout, très vite, appeler café des parents et non pas des mamans. Et même s'ils sont peu présents principalement parce qu'ils travaillent, il y a toujours quand même quelques papas qui sont là. Et de se dire qu'on peut échanger ensemble. Donc, le site internet est important tout simplement pour qu'on puisse nous trouver. Mais ensuite, cette présence de proximité physique, et aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite vraiment développer, et c'est notre gros projet de 2019, parce qu'on ne peut pas se démultiplier, mais arriver à faciliter justement ces rencontres de proximité entre parents pour juste échanger sur nos expériences respectives. Et est-ce que tu as l'impression, justement, parce que comme tu dis, les réseaux sociaux, ça aussi envoie une pression aux parents, parce qu'il y a cette image parfaite, mais que quand même, quelque part, c'est important d'apprendre à devenir parent, parce que c'est pas inné finalement. C'est pas inné, mais on nous fait croire que ça l'est. En France, pourquoi je te dis en France ? Parce qu'en anglais, on utilise le terme de parenting, donc qui signifie bien que l'on apprend. Et en France, on imagine que l'on doit savoir faire, en fait. Que de toute façon, un enfant, ça fonctionne de telle ou telle façon, qu'un enfant, il faut que ça écoute. Et qu'en tant que parent, on est très avec toutes ses compétences. Et puis on sait tout. Aussi, et on sait tout. Oui. On sait tout. Et quand on ne sait pas, le professionnel de santé sait. Sauf qu'aujourd'hui, tu prends 2 professionnels de santé, 2 personnes, 2 parents, personne n'a le même avis. Donc tu te sens extrêmement jugé, déstabilisé, et finalement tu ne sais plus qui croire. Et en passant, tu peux être aussi un petit peu fatigué. Donc tu oublies de t'écouter, de te faire confiance. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe, la fatigue, le manque de communication dans le couple. Et c'est aussi ce qui nous a interpellés, en fait. Moi, c'est ce qui m'a marqué aussi quand je suivais ces conversations. Je me suis beaucoup nourrie de ce que je trouvais sur les groupes Facebook ou autres. C'est de voir, par exemple, ces mamans qui souhaitaient partir sur un autre schéma d'éducation, donc par exemple la bienveillance, mais qui finalement se retrouvaient tellement en dissonance avec leur conjoint que ça pouvait même en arriver à des divorces, des ruptures. Et je trouvais ça dommage, en fait, parce que finalement, on va à contresens de la bienveillance. Et c'est de se dire qu'on est vraiment dans une période nouvelle et on a besoin, en effet, d'apprendre et d'apprendre à s'écouter et de savoir communiquer autrement et d'accepter que l'autre ne soit pas parfait, que l'autre ne fasse pas comme nous, à partir du moment où son enfant est en sécurité. C'est dur, c'est vrai que c'est dur. C'est très dur. Parce qu'on vient chacun, quand on devient parent, on vient chacun avec nos acquis, notre éducation, nos croyances. Oui. Et je pense que rarement dans les couples, on discute avant d'avoir un enfant de ce qu'on veut donner comme... Allez, si, on va donner en général les grosses lignes, oui. Mais finalement... dans le quotidien, c'est pas les grosses lignes, c'est le concret. Et il y a un manque aussi là-dessus. Il faudrait peut-être créer des ateliers pour le avant. Oui, non, mais ce serait super de pouvoir en parler dès le projet de naissance, qui finalement s'arrête à la naissance, comme tu le disais tout à l'heure. Mais après, et puis peut-être en profiter pour réfléchir à ces blessures, parce qu'on a pu aussi en avoir en tant que maman, en tant que futur papa, future maman. Et en tant qu'enfant, en fait. En tant qu'enfant, exactement. Ce que j'allais dire, se reconnecter à son enfant. Et alors, l'idée, c'est pas de faire une thérapie, mais juste d'accepter qu'il y a un être qui va arriver parmi nous et comment on va l'accueillir, et peut-être avec nos différences, et en parlant, ça aide. Est-ce que tu pourrais définir, parce que les ateliers que tu proposes, il y a du Montessori, mais il y a de la parentalité bienveillante, je dis entre guillemets. Toi, comment est-ce que tu définirais cette parentalité ? Alors oui, merci de me poser la question, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment galvaudé, et la parentalité bienveillante. Alors tout simplement, nous avons été très longtemps dans un système d'éducation, et je pense que nous le sommes encore, dominant-dominé. C'est-à-dire où il y avait vraiment une domination par rapport à l'enfant, que ce soit au sein des familles, mais aussi au sein de toute structure d'accueil, parce que ça commence de la nounou à la crèche jusqu'à l'école. Et c'est encore un mode qui est extrêmement présent. Alors on peut avoir l'impression que ça a fonctionné, mais quand on regarde certains adultes aujourd'hui, on se rend bien compte que ce rapport dominant-dominé, qui finalement laisse peu de choix à l'expression de l'enfant, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et je crois que l'éducation bienveillante, c'est d'accepter justement de rentrer dans un processus, parce que comme on le disait tout à l'heure, on a notre histoire, notre vécu et notre propre éducation.
qui nous permet de passer plutôt à un rapport collaboratif, un rapport où on va... Ce que l'on va aller chercher, en fait, c'est de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant. Et son premier besoin, paradoxalement, c'est l'autonomie. Parce que quand on prend un petit peu de recul, on voit bien qu'un enfant, déjà, tant qu'il ne sait pas marcher, il n'a aucun pouvoir, entre guillemets. Enfin, vraiment, il ne décide de rien. Quand il commence à marcher, là, c'est cette période dont on parle souvent du terrible two. Finalement, ce n'est plus ni moins qu'un être qui comprend qu'il est un être à part entière, pour faire très court. Et pour revenir à ta question, mais c'est ça la bienveillance, c'est d'arriver à intégrer que c'est un être qui a besoin de nous, qui a besoin d'un guide bienveillant, qui a besoin d'une personne qui va l'aider à faire ses choix, parce que c'est bien de lui proposer de faire ses choix, mais au départ, il va avoir besoin de notre aide, qui va avoir besoin d'être accompagné pour gagner en autonomie dans ses petits actes du quotidien, parce que c'est ce qui va les rendre heureux. Et on le constate très vite quand les enfants commencent à dire « moi tout seul, moi tout seul ». Et il y a vraiment un bonheur, en fait, dans les « moi tout seul » quand vraiment ils peuvent le faire. Et puis également que l'on va, justement, pour éviter de tomber dans le laxisme, vraiment leur donner un cadre qui va leur assurer de la sécurité physique, pour pas qu'ils se mettent en danger, mais aussi de la sécurité psychique. Donc c'est de leur rappeler les règles. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, on ne peut pas conduire si on n'a pas appris le code de la route. L'enfant, il a besoin de comprendre, il a besoin d'humain pour s'humaniser, il a besoin de comprendre comment fonctionne la société, les valeurs, les règles de la maison, pour pouvoir les appliquer. On parle aussi, là on a parlé de parentalité bienveillante, positive, peu importe comment on dit, mais ça fait que très peu de temps qu'on parle du burn-out parental. Oui. J'en ai déjà discuté avec toi, mais c'est important qu'on puisse nommer cette pathologie, si je puis dire, pour déculpabiliser, peut-être enlever le sentiment de honte que les parents peuvent ressentir face à ça. Oui, le sentiment de honte. Et puis alors, pour moi, ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure ? On a le sentiment quand on devient parent, on doit savoir comment être parent. Et finalement, le burn-out, si on n'arrive pas à mettre des mots, la culpabilité vient de là aussi. C'est souvent les mamans, même si ça arrive aussi pour les pères. Je deviens mère et je ne sais pas comment faire, mais je devrais savoir comment faire. Je ne me rappelle pas que ma grand-mère ait appris, alors que c'est faux, parce qu'avant on avait cette transmission, donc tout le monde en fait a appris à être parent. En fait, c'est ça, ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait le village, il faut un village pour élever un enfant. Il y avait toutes les femmes autour, donc exactement. On transmettait quelque chose de bon ou de mauvais peut-être, mais on transmettait quelque chose, c'est ça. On transmettait et on laissait, je pense, plus de place à l'expérience aussi, même des enfants, donc... on se laissait le temps, la société allait aussi moins vite, donc on se laissait le temps d'apprendre, même si en effet c'était bon ou moins bon. Je pense que c'est très important aussi au sein du couple, parce que les femmes qui sont en burn-out sont souvent pointées du doigt par la belle famille ou sa propre famille, et si elles ne savent pas, le conjoint le sait encore moins, et il peut entendre, enfin les discours que j'entends, c'est... moi, en tant qu'homme, on m'a dit que c'était pas normal, que toutes les femmes étaient fatiguées, qu'elles en faisaient trop, etc. Et finalement, quand les papas comprennent ce que c'est et que c'est vraiment un burn-out, ça leur permet aussi d'être beaucoup plus dans l'écoute et dans l'empathie avec leur femme et de les accompagner. Là, tu penses qu'il y a un vrai travail à faire d'éducation, finalement, autour de la parentalité, sur ce que ça implique ? Oui. Et donc, il faut quoi ? Il faut pouvoir aller à des ateliers, aller assister à des conférences. Comment on s'introduit dans le foyer ? C'est compliqué comme notion, mine de rien, parce que on le dit souvent, ça relève de l'intime, l'éducation, il ne faut pas en parler, c'est chacun son choix. Moi, personnellement, je me dis oui, l'éducation, c'est personnel, mais les bases, elles devraient être universelles, en gros. Exactement. Je pense que tout simplement, on devrait déjà commencer à en parler à l'école. Parce que ça permettrait aux ados et même aux plus petits de comprendre pourquoi un enfant, alors je parlais principalement des moins de 6 ans, réagit de telle ou telle façon et qu'il n'est pas en train de faire un caprice, qu'il n'est pas en train de pousser des limites, etc., mais qu'il est juste en train de grandir. Je pense qu'on devrait vraiment en parler à l'école, en fait. En fait, il devrait y avoir des cours d'émotion et de neurosciences sur le développement d'un cerveau et les réactions humaines qu'on a face à une émotion. Complètement, qu'on parle d'empathie et... la base, pour moi, ce serait déjà la communication non violente. D'arriver à accepter, d'arrêter de juger. Ce qui est pas... c'est dur, hein. Ce qui est très, très dur. De recevoir vraiment l'autre avec empathie. Donc, je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on apprend, a priori, beaucoup de choses à l'école.
On apprend beaucoup de choses. On parle souvent du côté cognitif, justement, de toutes ces connaissances, mais le côté émotionnel est très peu présent. Et je pense que ça devrait vraiment faire partie du tronc commun pour chaque enfant. Et après, au niveau des parents, c'est dur. C'est dur parce qu'on reparle de culpabilité. Je rencontre souvent des parents, mais comme je te le disais, j'organise des rencontres plus informelles, bénévoles, etc., où les parents vont se déplacer. Et puis ensuite, on ne va pas vraiment comprendre pourquoi s'investir sur, par exemple, plusieurs ateliers, parce que, tu le disais, on apprend, donc on ne va pas apprendre en un atelier. Donc ce que l'on propose, nous, c'est de revenir, de progresser ensemble, en fait, d'apprendre ensemble. Et en fait, c'est tellement pas naturel que beaucoup de parents n'osent encore pas faire le pas. Donc on va se plonger dans les livres. Le problème des livres, c'est qu'il n'y a pas l'interaction, il n'y a pas d'interaction. Donc on va se retrouver très vite limité. Et puis ça peut même être dangereux, j'exagère peut-être un peu, mais presque, parce que je rencontre des parents qui ont tout lu. Et la culpabilité est encore plus forte parce qu'ils se demandent mais j'ai tout lu, j'ai toutes les clés et pourtant ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner si on ne s'est pas interrogé sur soi-même. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire une thérapie, mais juste de mettre des mots, d'en parler. C'est bien aussi d'en faire. Mais c'est super. Mais parce que beaucoup de parents se disent oui, non, mais je veux pas. Enfin, si tu veux, je le dis plus dans le sens où ça peut être un frein. Se dire je n'en ai pas besoin. Dans l'idéal, je pense que tout le monde devrait en faire. Mais l'idée de départ, c'est déjà de s'accepter en tant que soi, d'être imparfait et d'apprendre avec les autres. Ça aussi, ce qui est difficile dans la parentalité, c'est de montrer à son enfant qu'on n'est pas tout puissant, donc qu'on a des failles, donc que parfois on fait mal. Oui. Et je pense que pas les mauvais côtés, mais le pendant de la parentalité bienveillante, c'est qu'on veut tout bien faire, évidemment. Exactement. Pour ne pas traumatiser son enfant, parce qu'on sait aujourd'hui que voilà, y a des traumatismes qui sont liés, en tout cas entre 0 et 3 ans, qui sont forts. Et ça met aussi la pression. Complètement, et c'est là qu'on oublie parfois que c'est par la répétition en fait que ces traumatismes se créent. C'est pas une fois parce qu'on est très fatigué et qu'on a haussé un petit peu la voix, qu'on a crié, il faut dire les choses. Mais bien entendu, c'est dans l'idéal, on tend à ne pas crier, mais je crois que je connais personne qui crie jamais. Donc voilà, pour traumatiser un enfant, ça va être la somme des expériences ou une expérience particulièrement traumatisante qui en effet va le marquer. Après, tous les enfants n'ont pas la même sensibilité. Et puis, je pense que c'est bien de montrer à un enfant que nous ne sommes pas parfaits. Parce que sinon, on va également lui mettre une pression sur les épaules qui est énorme. C'est des enfants, dès qu'ils vont faire la moindre, on dira bêtise, mais je dirais expérience, finalement, ils vont pas oser le dire. Prendre un exemple précis, ils essayent de servir de l'eau coule un petit peu à côté du verre, ils vont le cacher, ils vont pas le montrer. Donc il faut leur laisser aussi la possibilité d'expérimenter leur corps, d'expérimenter leur environnement et leur montrer que tout le monde casse un verre un jour, tout le monde tombe, même les adultes tombent de temps en temps. Enfin voilà, nous ne sommes pas faillibles et tant mieux. Et c'est important ce que tu viens de dire, ce que tu parlais y en a qui diraient bêtise, toi tu dirais expérience. Toute la sémantique qu'il y a autour de comment on s'adresse à un enfant et comment on décrit ce qu'ils font est en fait très importante. Et aujourd'hui en France, le mot caprice, bêtise revient beaucoup. C'est l'ignorance finalement du développement de l'enfant. Quand on utilise ces mots, c'est qu'on ne sait pas nommer ce qui est en train de se passer. Il y a de l'ignorance et puis encore une fois du déni aussi, je pense. Parce que tu sais, on entend souvent la phrase oh, j'ai reçu une fessée, j'en suis pas mort. J'ai été puni, j'en suis pas mort, etc. Certes. Après, quand on va il y a quand même des enfants qui meurent d'être tapés. Donc complètement. Faut le dire. Complètement. Et la maltraitance commence là. Et tout à l'heure, je parlais des violences douces. Une violence douce, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Une violence douce, c'est tout simplement refuser d'écouter le besoin d'un enfant. C'est un enfant qui tombe et à qui on va dire allez, c'est rien, arrête de pleurer. En fait, pour lui, c'est pas rien. Encore une fois, en fait, tu le disais, ce qui est compliqué, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'on va pas non plus trop en faire parce que ça peut être une façon pour lui d'attirer l'attention. Mais on peut lui dire j'ai vu que tu étais tombé, est-ce que tu as besoin de moi ? Et là, l'enfant va répondre. Mais lui dire c'est rien, ça revient finalement à
renier ce qu'il peut ressentir, à ne pas reconnaître, même si c'est pas fait mal, qu'il a peut-être eu peur. Encore une fois, on a besoin, nous, de voir, on a besoin que ce soit physique. Un enfant qui tombe, il va peut-être pas se faire mal, mais il va peut-être avoir très peur. Et c'est peut-être la seule chose qu'il a besoin qu'on reconnaisse. Il a rien besoin d'autre finalement. Et c'est ce qu'observent beaucoup de parents. C'est que souvent, comme tu le disais, cette sémantique, elle impressionne un petit peu parce qu'on se dit oui, mais moi, je parle pas comme toi, etc. Alors, déjà, moi, je parle pas comme ça tout le temps. Je reste une maman imparfaite. Et puis ça vient avec le temps. Oui, on ouvre les yeux au fur et à mesure sur les expériences et ce qui se passe. On ouvre les yeux, on apprend à communiquer différemment, on expérimente, on a vécu d'une certaine façon pendant 25-30 ans. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais moi, les violences commencent ici, oui. Mais c'est important de nommer les choses et aussi on parle beaucoup de culpabilité là dans cette émission, oui. de dire bah voilà, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Donc déjà de prendre conscience, comme tu disais, de regarder son enfant en soi. Oui. C'est la première étape sûrement. Tout à fait. Discuter avec ses parents peut-être. Si on peut, oui. Comprendre d'où vient notre éducation. Ça, c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Je pense encore à la communication non violente. C'est-à-dire discuter avec ses parents en restant sur des faits. Ne pas arriver avec tu, quand tu m'as fait ça, tu m'as fait mal. Alors, encore une fois, je parle pas de violence physique, mais des petites expériences que l'on a pu vivre tout à chacun. Il y a des choses qui marquent un enfant. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est la répétition, mais c'est aussi par rapport à chacun sa sensibilité. Un enfant, par exemple, à qui on aurait pu voler un vélo et lui dire bah écoute, c'est pas grave, t'avais qu'à y faire attention, alors que potentiellement il y est pour rien et on lui rachètera jamais son vélo, il a 5 ans, il risque de s'en rappeler toute sa vie. Et pour parler de façon très concrète, aller dire à ses parents mais le jour où tu m'as fait ça, tu m'as fait du mal. Tout de suite, ils vont se sentir agressés, attaqués, et puis la réponse que vous pouvez recevoir, c'est mais tu en fais trop, il faut bien que ton enfant apprenne la vie, etc. Alors que si on arrive de façon plus simple en disant, tu te rappelles, un jour, on m'a volé mon vélo, et à l'époque, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a touchée, vraiment rapprochée à soi, à son sentiment, à son besoin, et à quelque chose de très factuel, finalement. Vraiment, c'est ce qui est compliqué, on le disait aussi avec les enfants, c'est de s'arrêter à la description et au non-jugement. Et je pense que c'est la clé pour arriver à discuter avec ses parents. C'est vrai que c'est plus dur de nier les émotions de quelqu'un qui dit bah, ce jour-là j'ai eu mal, machin, plutôt que quelqu'un qui dit ouais tu m'as fait mal. Évidemment là on met tout de suite un mur, on se protège. Exactement. Alors que quand c'est l'autre, on a plus de mal à aller dire bah non t'as pas ressenti ça. Bon, même si exactement. on peut le faire aussi, mais c'est vrai que c'est une bonne clé à se rappeler si on veut. Faut pratiquer. Ça c'est dur aussi. Moi je voulais revenir un peu sur la formation que tu as eue. Comment tu t'es formée à quoi pour arriver aujourd'hui à proposer les ateliers que tu proposes avec les petits sages? Alors ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que c'est une question qui revient régulièrement parce que nous accompagnons des parents et nous intervenons également auprès des professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Et notre parcours est complètement atypique. Julien et moi, on ne s'en cache pas, on vient d'école de commerce. On a travaillé tous les deux dans la communication. Et finalement, on a travaillé dans la communication non violente parce qu'on travaillait au sein des services de relations clientèle. Il faut apprendre à gérer. Il faut apprendre à gérer le stress des personnes que tu vas avoir au téléphone, des personnes que tu vas recevoir également en face à face. Donc, on accompagnait les personnes sur la gestion du stress. On les accompagnait également dans la communication. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on a su garder. Je pense que après, c'est aussi une histoire de personne, c'est profondément en nous, justement, d'être dans l'écoute, dans l'empathie, etc. Et ensuite, on se forme, j'ai l'impression qu'on se forme tout le temps. Donc moi, j'ai commencé par le portage bébé. J'avais envie justement d'en savoir un petit peu plus et je suis devenue monitrice de portage. Ensuite, ça a été le massage bébé, en parallèle de la pédagogie Montessori dont tu parlais tout à l'heure, que je vois vraiment comme un outil, en fait, comme l'une des clés pour pouvoir accompagner l'enfant à faire seul, à gagner en autonomie, etc. Après, nous nous sommes formés à l'approche du cœur, qui est une approche canadienne développée par Brigitte Racine.
puis on participe à énormément de conférences, on lit beaucoup, on s'est formé à la discipline positive. En fait, tout ça pour dire que finalement, ce que l'on a pu voir, c'est que dans tous ces programmes, comme son nom l'indique, c'est des programmes, souvent nord-américains, du Canada ou des États-Unis, comme Faber et Maslich et d'autres, et qu'ils ont tous du bon, mais qu'ils ont tous aussi leurs limites. Et avec Julien, tu le comprendras, on n'a jamais réussi à rester dans le cadre. Et finalement, les neurosciences nous disent beaucoup de choses, mais encore peu. Je pense qu'on en est vraiment au départ et on apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que notre volonté, ça a été de se dire, partons de nos acquis, de nos connaissances, de nos compétences, et créons notre propre approche finalement de parentalité bienveillante et positive. C'est ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Et ce que l'on est en train de créer, justement, c'est une approche qui se veut très collaborative. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la clé de tout ça, c'est l'échange, la collaboration. Et quand je dis collaborative, c'est que nous, on est en train de former d'autres personnes, mais on ne veut pas se retrouver dans cette position, le terme employé est peut-être un peu fort, mais de gourou, mais plutôt de porteur de ce message, de ce projet, et ensuite se nourrir les uns les autres pour proposer une approche qui va évoluer au fil de nos rencontres, au fil des formations, etc. Donc tout ça pour te dire que la formation, voilà, on a eu une formation de base, c'est une formation qui se complète au fur et à mesure, et ce sont les parents, les professionnels et les enfants qui nous forment. Mais c'est intéressant parce que tu vois, tu disais que le modèle français, c'est l'adulte sait, les enfants se taisent. Et c'est vrai que si vous aviez développé un programme où vous avez toutes les clés et les parents, ils doivent suivre exactement ce que vous faites, du coup, c'est pas cohérent avec ce que tu prônes, finalement. Donc, d'avoir la collaboration, ça fait vraiment partie du projet au sens large. Oui, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et de la même façon, si demain, je pense que d'ici horizon 6 mois, 1 an, d'autres ambassadeurs un peu partout en France proposent nos ateliers, chaque individu est différent. Et les parents, c'est aussi ce qu'ils viennent chercher, c'est une personnalité. Donc, on ne va pas leur imposer un programme. Nous, ce que l'on a envie, c'est encore une fois d'être dans l'échange avec eux, de savoir ce qu'eux ont envie d'y apporter. On va se porter garant du fil conducteur, mais je trouve qu'on peut tellement apprendre les uns des autres et puis en effet, ce ne serait pas du tout cohérent pour des personnes qui prônent les pédagogies actives. Tu l'as mentionné, vous formez aussi les professionnels de la petite enfance. Oui. Ma question je connais la réponse, mais il y a vraiment besoin en France de former les professionnels. Ouais, parce que de prime abord, tu te dirais, bah ouais, mais ces personnes-là ont fait des études, on devrait être formés à ce type d'approche. En fait, non. En fait, non. Non, parce que moi, je crois que c'est un secret pour personne. Hein, pour devenir assistante maternelle, le cursus est très, très court. Il vient d'avoir une réforme. On va parler peut-être de 2-3 semaines de formation. Ensuite, bien entendu, il faut obtenir un agrément, mais... C'est combien de temps une formation pour être assistante maternelle ? Je ne voudrais pas te dire de bêtises avec la nouvelle réforme, mais grosso modo, ça doit être 2 semaines. Ensuite, tu dois passer un agrément. Donc là, quand même, il y a une validation de la PMI. Et normalement, ensuite, tu dois revenir de nouveau en formation pendant 2 semaines. Mais donc, encore un mois de vérifier, formation, c'est tout ? C'est pas plus, voilà. Je dois me tromper peut-être à une ou deux semaines près. C'est un métier qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, ça tend vers une certification justement de ce métier et des professionnels, mais qui ont envie d'aller se former davantage, qui ont envie justement de se lancer dans la formation continue. Après, là, tu parlais des assistantes maternelles. Il y a les auxiliaires puéricultrices, où là, il y a des études plus longues. Après, il y a aussi des études plus longues. Mais en fait, ce qui se passe en crèche, c'est par exemple, pour parler des crèches, etc., c'est qu'en crèche, tu vas avoir des personnes au profil très différent, avec des formations, tu vas avoir des éducatrices jeunes enfants, des auxiliaires, encore une fois, des vécus différents, mais est-ce qu'on leur parle de neurosciences ? A priori, quand je les rencontre, pas trop. Il y a quand même des actions qui sont faites au sein des crèches. Enfin, je voudrais pas non plus donner un tableau trop noir, mais c'est quand même un petit peu surprenant de voir que pour certains métiers, la formation va être beaucoup plus longue et que finalement, pour s'occuper des enfants, on ne demande pas grand-chose. Je pense aussi au centre de loisirs. Beaucoup d'entre nous ont passé leur BAFA à l'époque. Je ne sais pas si le BAFA a évolué. Dans les centres de loisirs, il y a un tout encadrement qui est demandé, mais ensuite, une personne motivée qui dépose son CV peut potentiellement travailler auprès d'enfants. C'est dommage. Les choses évoluent dans l'éducation nationale, mais je crois qu'on en est encore au début. Parce que
pour ceux peut-être qui ne savent pas, aujourd'hui, les neurosciences aussi ont beaucoup prouvé que la période 0-3 ans est primordiale Oui. pour la vie future, sur l'interaction qu'on a avec les gens, ce qu'on en retient. Et c'est drôle, non, c'est triste de se dire que finalement, cette période charnière, elle n'est pas du tout prise en compte dans les politiques d'éducation, c'est ça ? Complètement. Aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de pays qui tentent déjà à laisser la possibilité aux parents de garder leur enfant 1 an. Et donc déjà, ça vient du congé parental. Déjà, je dirais pas maternité, mais parental. Vraiment, et un congé parental accompagné. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui vont avoir envie, peut-être comme moi à l'époque, de vite retrouver une activité professionnelle pour garder le lien social, qui est aussi très important. Et si je pense par exemple à l'Allemagne, où le congé parental est plutôt long, il peut être partagé entre le père et la mère, mais il y a également toutes les structures autour. Encore une fois, qui ne sont pas forcément médicalisées, mais où on va pouvoir se rendre avec son enfant, participer à des groupes de parole, échanger. Ça existe énormément et on se faisait la réflexion justement avec une amie ce week-end lors du salon du portage, c'est que finalement, on parle souvent des pays du Nord, donc c'est vrai que dans les pays du Nord, on considère l'enfant, on accompagne les parents, etc. Mais quand on réfléchit bien, les pays du Sud aussi, parce que justement, il y a une entraide qui est beaucoup plus forte. J'ai pu le voir, j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu qu'il y avait quand même cet enfant qui était central et dont tout le monde prenait soin. Et puis, il y a nous, au milieu. La France. On n'est ni au nord ni au sud. Quelques pays européens où, je ne sais pas, on tâtonne. On tâtonne, on a peur. En ce moment, j'arrête pas de répéter, n'ayez pas peur d'aimer trop les enfants. Il n'y a aucun risque, en fait, d'accueillir l'émotion d'un enfant, de le considérer comme une personne à part entière. On ne va pas en faire un capricieux. Il faut qu'on arrive à s'enlever ces idées-là de la tête, en fait. Ah, mais c'est très culturel. En France, on a une particularité un peu spéciale de considérer l'enfant comme quelque chose qui vient déranger, finalement. L'enfant, mais même l'autre. Oui. Les émotions de l'autre. L'enfer, c'est les autres. C'est un petit peu ça. On n'a pas trop envie de rentrer en empathie parce que peut-être on ne sait pas comment s'exprimer soi-même. Donc, je remarque que ce que l'on fait pour les enfants, on le fait aussi entre nous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'entraide, pour moi, est pas assez présente. Et je l'ai même vu dans le milieu de l'entreprise. Je trouve que ça manque cruellement. Alors, de plus en plus, on commence à parler d'humain dans l'entreprise, qui est aussi nouveau. On commence à parler de management collaboratif. Et on a aussi de plus en plus de médecine alternative et de pratiques qui rentrent en entreprise. Je pense que c'est important. Mais jusqu'à maintenant, le soi, son ressenti, ses émotions, finalement, on devait le cacher. On parle souvent des pays asiatiques où on dit qu'ils doivent garder la face, justement. Mais je trouve que chez nous, c'est un petit peu pareil. On s'autorise peu à exprimer ce que l'on ressent. C'est vrai que c'est une particularité culturelle qu'il va falloir gommer pour aller dans l'autre sens. On va bientôt terminer l'interview, mais pour toi, la plus grande difficulté des parents, elle vient d'où ? C'est quand même cette société qui va vite, qui va très vite, qui va trop vite, où on est toujours en train de préparer quelque chose. C'est-à-dire, tu prépares ton accouchement. Une fois que tu as accouché, tu prépares le mode de garde. Ensuite, tu prépares ton enfant. Il faut vite qu'il soit avec les autres pour être prêt à aller à l'école. En fait, j'ai le sentiment qu'on court toujours sur l'après et qu'on n'est pas assez ici et maintenant. On prépare, on vit pas, quoi. Oui, on vit pas. On prend pas assez le temps de savourer. Et parce que c'est vraiment des moments à savourer avec nos enfants, c'est formidable, tout ce qu'ils apprennent et de grandir avec eux. C'est comme ça en plus qu'on se comprend finalement. Je pense que la plus grande difficulté des parents, oui, elle vient de là, c'est de ne pas avoir assez de temps avec les enfants. Et donc, si on n'a pas assez de temps avec un être que l'on est en train de rencontrer, on n'en comprend pas le fonctionnement. Et finalement, on arrive relativement vite à des situations conflictuelles et d'incompréhension mutuelle. Et le lien qui se distend un peu. Exactement. Le lien qui se distend, de l'amertume. Et puis, en fait, quand je réfléchissais tout à l'heure, c'est parce que tout de suite, la deuxième chose qui me vient, c'est encore une fois la tribu. Le manque de ressources. Parce que finalement, il n'y en a jamais eu autant. Mais aujourd'hui, les personnes que l'on reçoit en atelier, notamment parentalité, je suis très heureuse de les recevoir. Mais la plupart du temps, comme je leur dis, vous êtes déjà sensible et informé à beaucoup de choses.
Donc c'est bien de venir parce que, comme je te disais tout à l'heure, je dis aux parents, quand vous avez lu plus de 2-3 livres et que vous sentez que ça va toujours pas à la maison, c'est qu'à un moment, il faut rejoindre un groupe de parole. Mais il y a d'autres parents qui n'en sont pas là encore. Tu me disais, il y a un manque d'information. Et voilà, s'autoriser à faire une pause et s'autoriser à apprendre. Et je pense aussi que c'est très culturel parce que c'est cette idée que quand on est adulte, on sait tout. Oui. Donc on s'autorise pas à pouvoir dire bah non, je ne sais pas et je vais apprendre. Et c'est pas une honte de ne pas savoir. Et on passe tous par là, mais voilà, je pense qu'on veut tous faire croire au monde que tout est nickel et qu'on sait, alors que non. Et les enfants le savent, parce que la fameuse phrase « c'est moi qui décide », mais pourquoi ? Ils comprennent pas pourquoi c'est toi qui décides. Certes, comme je disais tout à l'heure, et je réinsiste sur ce point, il est nécessaire de poser un cadre, parce que l'enfant a besoin de ce cadre, mais juste dire c'est moi qui décide parce que c'est moi l'adulte, c'est en effet quelque chose qui est extrêmement présent aujourd'hui. Oui, et puis finalement, il n'y a pas un fondement précis. On ne saurait pas expliquer pourquoi c'est nous qui décidons. On nous a appris à dire c'est pour ça. Il y a beaucoup de mimétisme dans nos relations avec nos enfants. Pour finir, j'aimerais... alors, je participe avec toi à des ateliers à la parentalité et il y a un exercice que tu nous as fait faire, je trouve, qui a été très utile. C'était à la première rencontre de prendre une feuille et de dire un peu, c'est un projet en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer pour les parents, leur donner peut-être cet outil de le faire à la maison chez eux ? En fait, c'est l'idée d'écrire vraiment ce que l'on ressent. Parce que si on part tout de suite sur la parole, on va souvent faire référence à ces dernières expériences des 24 heures, une semaine, un mois. Et l'idée, c'est de prendre du recul sur une échelle, donc je vais les citer, de ressentis assez larges, mais en même temps qui peuvent paraître assez similaires. C'est de dire, dans ma relation, alors on va prendre 2 exemples, c'est dans ma relation à l'enfant et dans ma relation à ma vie de famille, justement. Qu'est-ce qui va me mettre en joie ? Qu'est-ce qui me convient ? Qu'est-ce qui m'exaspère ? Qu'est-ce qui me stresse ? Il me semble que j'en oublie un. Et qu'est-ce que je déteste ou qu'est-ce qui m'angoisse profondément ? Oui, il y a un truc très fort à la fin. Mais je crois que c'est vraiment ce qui me stresse, on arrive à la fin. Oui, c'est qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui me satisfait ? Qu'est-ce qui me convient ? Qu'est-ce qui m'inquiète ? Et qu'est-ce qui m'angoisse et qu'est-ce qui me stresse ? Et sur cette échelle-là, finalement, au départ, c'est pas facile d'écrire, c'est pas facile de faire la distinction entre les différents sentiments. Et ça oblige à se remémorer aussi certaines situations. Ça permet de relativiser. Et justement, on le fait lors du premier atelier pour pouvoir le refaire 5 ateliers plus tard. Donc, grosso modo, 2 mois et demi plus tard, parce que les ateliers sont espacés de 2 semaines en moyenne, pour pouvoir voir comment la situation a évolué. Et puis finalement, en faisant cet exercice, petit à petit, on en revient à cet enfant intérieur dont on parlait tout à l'heure. Et moi, j'ai trouvé intéressant dans cet exercice, c'est-à-dire que tu nous le donnes à nous, le parent, qui participons à l'atelier, et tu demandes à ce que le conjoint, homme ou femme, peu importe, le fasse aussi. Et de l'expérience que j'ai eue, je l'ai fait faire à mon conjoint, et j'ai trouvé ça intéressant de voir ce que lui... son point de vue, finalement, des choses que j'aurais pas imaginées ou on n'avait pas du tout le même ressenti. Et comme tu dis, c'était pas sur une expérience d'il y a 24 heures, c'est vraiment très large sur la famille, sur nos relations. Et ça permet de mettre des mots. C'est pour ça que je trouvais que c'était un bon exercice à faire à la maison. Vous pouvez le faire en famille parce qu'on dit quelque chose de très personnel de soi et on en prend conscience. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type de reconnaissance de l'état dans lequel on est à un instant T, en fait. Et très factuel. Et comme tu le disais, ça permet, encore une fois, de mettre de côté les jugements et de voir dans notre relation à l'autre que parfois, c'est juste de la compréhension. Même souvent. Voilà. Cette incompréhension peut créer beaucoup de soucis. Dernière question, c'est quoi l'ambition pour les petits sages sur cette année de 2019 ? T'en as un peu parlé, mais de pouvoir grandir et toucher plus de parents ou des professionnels ? Vous développez de quel côté ? Les deux, Non, justement, nous sommes en train de nous entourer pour arriver à mailler un petit peu ce réseau de proximité auprès des parents, qui me semble vraiment primordial. Donc, tant au niveau de nos régions respectives que d'autres régions.
Ce qui me touche souvent, c'est aussi notre métier. Donc tout à l'heure, tu m'as redemandé mon parcours de coach parental, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle pour les parents. Donc nous, comme je te disais, on a eu l'opportunité d'être formés en tant que coach dans notre métier précédent. Et aujourd'hui, en fait, je vois beaucoup de personnes qui sont pleines de bonne volonté, qui sont pleines de compétences, qui ont envie d'exercer un métier similaire au nôtre et qui finalement n'y arrivent pas. On n'y arrive pas parce qu'il faut se faire confiance, il faut accepter aussi que ça peut être un petit peu long parce que c'est un nouveau métier. Donc l'un des projets, c'est d'accompagner ces personnes-là. Et finalement, la finalité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas... Alors, elles garderont toute leur identité, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur cette suprématie, entre guillemets. Elles garderont toute leur identité. Et l'idée, c'est de valoriser ce nouveau métier, parce que c'est vraiment un nouveau métier d'accompagner à la parentalité, de montrer qu'il y a vraiment des résultats, parce que c'est ça. On a vraiment sorti des parents de l'isolement et de certaines situations conflictuelles. Donc, c'est ce que l'on essaye de faire, en tout cas auprès des parents. Je pense que c'est très important et ça va permettre aussi à des personnes de s'épanouir professionnellement là où elles pensaient que ce ne serait pas possible. Et aujourd'hui, on le fait parce que nous sommes confiants, dans le sens où on intervient beaucoup auprès de centres sociaux, par exemple, dans des bibliothèques, etc. Et avec des personnes que je remercie aujourd'hui parce qu'elles nous ont fait confiance. Parce que ce n'est pas toujours facile de dire on va faire intervenir des personnes, oui, mais ils sont quoi ? Coach parental, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi en fait ? Et aujourd'hui, il y a des structures qui nous font confiance depuis plus de 2 ans parce que justement, elles ont pu mesurer ce que ça apportait très concrètement. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais voilà pour la partie parents. Et pour la partie des professionnels, c'est de continuer à développer le centre de formation. Aujourd'hui, avec Julien, on assure la majorité des formations. On a recueilli le besoin des professionnels et justement, nous sommes à la recherche de nouveaux formateurs. On a eu la chance de rencontrer des personnes vraiment passionnées par leur métier. Je pense à la nutrition, au sommeil, à la posture, parce qu'on est aussi sur des métiers qui sont extrêmement fatigants physiquement. Et voilà, c'est de développer vraiment le centre de formation, de continuer également à évoluer dans nos pratiques et d'être reconnu par nos pairs. J'espère, en tout cas, je vous le souhaite. Merci. Et puis je dirais aux parents qui hésitent, allez à un café des parents, testez une rencontre gratuite, informelle, et puis vous verrez derrière si ça peut amener un peu plus à des ateliers que je fais et que je recommande vivement à tous les parents. C'est important de prendre le temps et de parler de sa parentalité. Merci beaucoup, Nelly, d'avoir été avec moi. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous si vous avez écouté cet épisode. Merci d'être si fidèles. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous, parents, de autant de sujets. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, à laisser vos commentaires pour que plus de parents puissent avoir accès à ces informations. Je vais continuer tous les vendredis de chercher le plus possible des interlocuteurs pertinents pour aborder des sujets divers et variés. Je n'oublie pas les neurosciences, mais comme je vous en avais déjà parlé, mon souci c'est que tous les interlocutrices surtout que j'ai eu, sont des neuroscientifiques anglophones. Alors je suis bilingue donc j'ai pas de problème, mais c'était évidemment le début et le but de ce podcast, c'était de pouvoir vulgariser l'information en français. Donc je travaille avec une neuroscientifique qui vit en France mais qui est canadienne, à ce qu'on le fasse en français, mais voilà, elle préfère prendre son temps et bien parler français, ce que je comprends, pour que vous ayez accès à ces informations sur le cerveau qui sont passionnantes, sur comment ça change à la naissance d'un enfant et même avant. Voilà, je désespère pas pour qu'on ait cet épisode qui va être précieux. Merci encore. Très bonne journée, très bonne soirée selon. À bientôt.